You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 27e épisode de Cold Facts. Un épisode au sommaire un tout petit peu particulier parce qu'on l'a articulé en pensant déjà au match de vendredi, c'est-à-dire qu'on va parler d'abord de Genève, qui ne va pas super bien en ce moment et qui commence à trembler de voir peut-être le spectre de la 7e place se rapprocher. 7e place qui est pour l'heure occupée par Bienne, c'est le deuxième club dont on va parler, et on n'a qu'un seul match à discuter, c'est cette défaite 6-5 contre Lausanne après prolongation. Mais Bienne est sur un trend très favorable. On passe ensuite au pronostic. Et après, on revient avec Fribourg. Là aussi, un seul match à discuter. Celui perdu 7-5 à domicile contre Zug, avec une défense amoindrie, puisqu'Alatalo et Diaz ne sont pas là. On va revenir aussi sur l'actu qui entoure le club fribourgeois, avec notamment la prolongation de contrat de Desharnais, le fait que du coup Stolberg est mis de côté. Et puis on termine avec Lausanne qui va très bien, 5 victoires de suite. Et beaucoup de matchs pour les Lausannois, dont 2 victoires contre Langnau. Et on va parler aussi de l'actualité, notamment de Jan Alston et de Théo Rochette, qui devraient signer pour le club vaudois en 2022. Salut Greg. Salut Jean-Fred, c'est allé le mercredi sans Colfax, t'as survécu? C'était dur. faut reconnaître, c'était dur. Bah ouais, on était tout perdus, on savait pas quoi faire notre mercredi. Mais je pense qu'on a quand même potentiellement pas trop mal joué le coup, puisque les matchs de mercredi soir étaient quand même assez intéressants pour avoir une meilleure vue d'ensemble de cette fin de championnat. Exactement, c'est pour ça qu'on a décalé un petit peu notre épisode hebdomadaire, comme le Conseil fédéral de temps en temps vient le vendredi. Est-ce que c'est pour avoir une meilleure vue d'ensemble sur la situation du coronavirus qu'ils attendent 2 jours? Nous, on attend 1 jour pour avoir une meilleure vue d'ensemble sur la National League. C'est moins important, quoique. Mais du coup, de retour au micro le jeudi. Et théorème de Colfax Oblige. On commence par Genève, c'est ça? Et ouais, parce que Genève, depuis qu'on s'est parlé mercredi dernier, il y a eu 4 matchs, 3 défaites et 1 victoire, chiche victoire finalement à Langnau. Une demi-défaite et 3 défaites. Ouais, c'est ça. 1 point de perdu à Langnau et 3 défaites. Complètement. On ne sait pas trop quoi dire de cette équipe de Genève, parce qu'elle ne joue pas foncièrement atrocement mal. Moi, cette équipe de Genève, j'ai l'impression que toute la saison, j'étais à contre-pied. Chaque fois qu'on avait l'impression que ça allait bien, ils commençaient à perdre plein de matchs. Si tu te rappelles, fin de l'année dernière, il y a eu une période très difficile avant le coup de sac de Patrick Aymon au 1er janvier. Là, on commençait à dire « Ouh là là, Genève, attention, est-ce que Linus Omark n'est pas en train de faire du Omark et il prend tout le monde sur son porte-bagages avec lui et il n'y a plus aucune structure, il n'y a plus rien. Ouh là là, est-ce que Patrick Aymon va être capable de gérer ?» Dans la foulée, je crois qu'ils en ont gagné 4 ou 5 de suite juste pour nous faire fermer nos mouilles, on est bien d'accord. Dans la foulée, du coup, on ne sait plus trop, on a l'impression que ça va mieux. Je me rappelle, c'est la semaine d'avant, sauf erreur, ou la semaine passée même, où je dis, sauf erreur, c'est moi, mais je suis assez sûr de moi, que c'est la 2e place, c'est à Genève elle revient presque à Genève et c'est aux autres de la leur chipper. Complètement. Et là, maintenant, on se retrouve avec un Genève qui est 6e aux portes des pré-playoffs. Et là, j'ai l'impression qu'on était de nouveau à rebours. Qu'est-ce qui se passe avec Genève? On ne comprend pas cette équipe. C'est difficile vraiment de cerner. Parce qu'en plus, comme quand Lausanne avait connu sa période compliquée il y a 3 jours, non, mais c'est vrai que c'était il y a finalement pas si longtemps que ça, étant donné le nombre de matchs et ce rythme assez fou. Il y a 1 semaine, c'était pas bien, maintenant ça va. Et puis, c'est des défaites qui sont courtes. Ok, tu disais une demi-défaite à Langnau, parce que c'est clair que tu ramènes que 2 points sur un solo de Tom Ernest qui a décidé de finalement dribbler à peu près tout le monde. Il a fait tout le tour. Magnifique au passage. Somptueux. Je pense qu'il aurait pu même encore repartir vers le banc pour les dribbler les gars sur le banc, pour encore aller marquer, avoir encore plus de panache. Mais la défaite contre Lausanne, c'est une défaite d'1 but. Et honnêtement, il y aurait eu match nul ou victoire de Genève. Personne n'aurait gueulé. Contre Zug, mercredi soir, c'est 38-15 au shoot en faveur de Genève. Et c'est 2-1 pour Zug au final. Donc, c'est pour ça que faire des immenses phrases pour dire « ils sont nuls »,
Ouais, mais non, c'est débile. ça on fait pas. C'est débile. Mais du coup, ces défaites d'un but, elles sont tellement difficiles à cerner. Qu'est-ce que tu peux te dire? Que certains leaders sont peut-être fatigués, ils ont un manque de lucidité parce que les temps de jeu sont trop importants, que Fer, il gueule un peu sans cesse, et puis que de temps en temps, il ramasse des 10 minutes. Que Winnick Winnick ramasse 10 minutes, voilà. Que Omar est peut-être... Là, on aimerait bien qu'il marque finalement, il marque peut-être moins de points avant pour peut-être marquer le but ou faire la bonne passe qui permet de gagner ou en tout cas d'égaliser sur ce match-là. C'est difficile. Hein, Mais tu sens justement cette frustration qui est en train de grandir. J'ai l'impression que tu parlais justement de Eric Fer, qui est le meilleur exemple. Et il l'a tout le temps ouverte. Et sans faire de mauvais jeu de mots, tu te demandes si Aimon il ne devrait pas être capable de dire faire ta gueule à un moment. Et Winnick qui prend ses 10 minutes. T'as beaucoup de frustrations qui sont en train de s'emmagasiner. Et comme tu dis, Omar ne fait pas la différence actuellement. Il y a Asselin qui devrait débarquer de Sierre tout bientôt. Moi, je me demande au bout d'un moment si tu peux pas, juste aussi un petit peu pour... Je ne suis pas en train de dire que Asselin a la solution à tous les problèmes de Genève Servette. Non. Absolument pas. Et ce serait une erreur que de le penser. Oui, il a marqué 6 buts en 4 matchs. Il a un triplé, mais on va rester calme, quoi. C'est un joueur qui est excellent en Swiss League, qui visiblement mérite totalement une place en National League. Par contre, ce n'est pas un game changer en haut. Mais au bout d'un moment, si tu te dis un Fer, Winnick, Omar, moi j'enlève Temernes. Temernes fait beaucoup d'erreurs actuellement, mais si le Coultre est sur le flanc parce qu'il n'a pas fini le match contre Zug, Maurer est absent, Mercier est absent, Temernes il joue, point. Par contre, les 3 attaquants, si tu en mets un sur le banc une fois pour un peu le secouer, ça peut être une solution aussi pour un peu taper du poing sur la table et dire les gars, c'est pas acceptable ce qui est en train de se passer actuellement. Et est-ce que ça peut changer quelque chose ou est-ce que ça empire? Moi, j'ai aussi l'impression que quand le coach veut un peu taper du poing sur la table, ça peut être à double tranchant. Est-ce que tu te mets tout le monde, ou en tout cas le joueur en question à dos, parce que tu l'as mis en tribune et du coup il tire la gueule pour les 2 prochaines semaines, ou est-ce que ça le réveille? Et moi, je connais pas. Moi, on m'a quand même toujours dit que gérer Linus Omar, c'était quand même ein Stück Arbeit, dirait-on en bon allemand. Et visiblement, ça l'est. Donc, est-ce que tu peux lui mettre... c'est quand même une starlette en un sens. Est-ce que tu peux le mettre en tribune et dire, voilà, regarde depuis les tribunes le match, tu verras comment ça fait. C'est dangereux. C'est un jeu dangereux et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais, alors, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, mais d'une manière générale, Temernes, tu l'enlèves pas parce que c'est le patron de ta défense. Surtout en plus, si comme tu l'as dit, il y a des blessés, donc ça réduit tes capacités, donc ça se discute même pas. Winnick FR, oui, il gueule, mais en même temps, je les laisse parce que l'expérience, quand ça commence à être compliqué, quand ça commence à penser play-off, je me vois mal partir sans ces soldats-là. Par contre, Omar, on sait qu'en play-off, en KHL et dans d'autres ligues où il a joué, aurait plutôt tendance des fois à s'éteindre un peu quand ça devient plus serré, quand il va se faire peut-être plus slasher ou qu'il va se faire un peu plus checker. Ça va devenir plus difficile de développer le jeu qu'il a l'habitude de développer en saison régulière. Bah, peut-être le mettre un petit peu sur le banc, et aussi simplement parce que tu lui permets de reprendre un peu de fraîcheur. Mm-hmm. En fait, même sans penser simplement à son jeu ou quoi que ce soit, ou une sorte de sanction, simplement de se dire, bah, j'ai à disposition 5 étrangers, je peux en mettre que 4, ça me donne l'occasion d'en reposer 1 ou 2, quoi. Parce que... Moi, je me méfie quand même de la narration, narrative, on va dire, de Linus Omar, qu'en playoff, il n'est pas bon, qu'on sort quand même assez régulièrement. Mais si on regarde ces dernières saisons de KHL, avec Oufa, c'est 15-16, 19 matchs, 16 points. 16-17, 5 matchs, 4 points. 17-18, 14 matchs, 17 points. Après, 17 matchs, 18 points. 6 matchs, 12 points. Donc, lorsqu'il était à Zug, il ne fait pas de bons playoffs. Mais à part ça, il est tout le temps dominant en termes de points. Je dis attention, en termes de points. Ça me fait penser à Martini. Un temps, Martini était très très bon sur les 2 premières séries, notamment quart de finale et demi-finale. Puis après, c'était éteint en finale aussi. Parce que là, vu qu'il y a beaucoup de matchs,
ça veut dire que son équipe est allée loin. Voilà. Donc, mais quand même attention avec cette narration-là. Par contre, là où je te rejoins, c'est les temps de jeu de Genève Servette actuellement. Alors, ce match de Zug est un petit peu particulier. Rod tombe au combat assez vite, Le Coultre tombe assez vite, mais dans une période comme celle qu'est en train de vivre Genève Servette, avec des matchs tous les jours, ou tous les 2 jours, on va dire. Temernes qui joue 29 minutes à Zug, il en avait joué 27 contre Lausanne 2 jours plus tôt. Jacques May, il est à 25 minutes. Miranda à 25 aussi. Voilà, Fer, il est à 24. 25-19, Eric Fer. Ouais. Winnick, il est à 24 minutes. Omar qui est à 24, pardon. Oui, Winnick, il a pris ses 10 minutes. Donc lui s'est dit non, mais je vais souffler un peu. Non, mais c'est ça. Mais en tout cas, moi, je me dis... Vermine aussi, je crois qu'il était assez haut. 18 minutes. Oh, j'aurais dit 20. Ah non, c'est moi, pardon. 22 Vermine. Ils enchaînent vraiment d'énormes minutes actuellement du côté de Genève. Il manque Tanner Richard. C'est sûr, c'est une explication. Bien sûr. Mais je me dis quand même, quand tu vas à Zug, pour un match qui est le 2e de la semaine, mais qui est une semaine ultra chargée, c'est difficile d'avoir beaucoup de joueurs qui sont en 4 et 5 minutes des Fritschet, ma foi. Voilà, est-ce que tu ne dois pas plus compter sur ces joueurs-là ? Moi, j'ai Arnaud Ria à 0 minutes. Arnaud Ria à 0 minutes. Je trouve un peu dommage, finalement, vu le contexte. Mais, de nouveau, c'est une vision, finalement, statistique du truc. Et que peut-être Patémon se dit non, il n'est pas prêt, mais à ce moment-là, pourquoi l'habiller et puis pas le faire jouer si tu sais qu'en plus, les matchs vont continuer à s'enchaîner. Enzo Guébé, il est à 4 minutes. Et alors que justement, il te manque Mercier, il te manque Maurer, tu as Le Coultre qui tombe. Est-ce que vraiment ce management-là est pas un petit peu dangereux ? Est-ce que c'est pas un peu un jeu dangereux ? Alors oui, je suis sûr qu'entre les matchs, ils gèrent vraiment bien les temps de repos, etc. C'est quand même tous les clubs dont on discute, c'est professionnel. Il y a un staff derrière. Et j'ai pas d'inquiétude sur l'entre-deux matchs. Mais par contre, actuellement, Genève est à un pépin d'Henrik Temernes. C'est un gros problème. Il joue un shift sur 2, 29 minutes sur 60. On est d'accord que c'est bon. Il est un shift sur 2, il est sur la glace. Alors oui, tu me diras, tout le monde est à une blessure d'avoir des petits problèmes. Mais là, c'est pas des petits problèmes. Et je suis un peu inquiet justement de la manière dont Genève tire sur ses joueurs. Et imagine Genève passer en pré-playoff après avoir tiré sur tout le monde dans cette période ultra chargée comme actuellement. Bon courage, s'il te faut jouer Berne. Alors, ça pourrait être Rapperswil, mais même, ça veut dire que cette semaine de repos que tu espères avoir, tu l'as même plus avant les playoffs. C'est un petit peu inquiétant à ce niveau-là, je trouve. Est-ce qu'ils peuvent aller chercher, on a parlé de Asselin, oui. Est-ce qu'il y a peut-être 1 ou 2 licences B de joueurs, je pense notamment au Frangin Montandon, est-ce qu'ils peuvent potentiellement aller renforcer Genève à ce moment-là? Finalement, on ne parle pas d'être un quarterback sur le powerplay et de jouer 20 minutes. On est bien d'accord parce qu'ils ont aussi eu une saison harassante derrière, mais comme ils ont été sortis, peut-être de prolonger un peu le plaisir et de venir jouer, ne serait-ce que 10 minutes. Mais c'est dangereux aussi d'intégrer trop de joueurs à la fin quand, justement, on veut une unité de groupe. On veut en gros, on part à la guerre. J'aime pas les métaphores de combat et de guerre, mais voilà, on a créé son groupe et on veut se battre ensemble, finalement, plus que de commencer à venir ajouter des je suis d'accord, éléments externes. Là effectivement, c'est un challenge, et on l'avait dit, que le calendrier allait être terrible. Mais là, Genève se retrouve du coup à la 6e place, avec un déplacement à Bienne qui s'annonce quand même bien compliqué. Il y a 2 matchs contre Bienne, et ces 2 matchs live, on va leur quand même bien cher. On parlera de Bienne un petit peu plus tard. Ouais, mais parce que Bienne a 75 points. Exactement. Et là, tu te retrouves à jouer 2 matchs en 2 jours, de nouveau un back-to-back. Bienne à l'extérieur, Fribourg à la maison. 2 matchs, encore une fois, tu parles des métaphores à la vie, à la mort, mais si on parle d'un point de vue hockeyistique, disons, est-ce que vraiment c'était intelligent de jouer 27 et 29 minutes en Temernes, même s'il est capable de les enchaîner, mais ça fera 4 matchs en 5 jours. Il me semble que, alors cette saison elle est particulière, mais si on nous avait dit au début de la saison une équipe elle va jouer 4 en 5, tu dis non mais c'est juste pas possible. Là c'est devenu un petit peu la norme par la force des choses. Mais justement, c'est d'autant plus important et précieux d'être capable de gérer les énergies. Pendant ce temps, tu vas jouer Bienne qui était au repos mercredi soir, Fribourg qui était au repos mercredi soir également, en jouant les 2 en back-to-back. Ouais, c'est ça le point un peu plus inquiétant. Par chance, vu qu'on est assez inquiet pour Genève, ils vont gagner les 4 prochains. Vu que d'habitude, on est tout le temps à contre-pied, moi je suis assez prêt là.
c'est que tu parles du calendrier, alors il est plus du tout bancal. Ça, c'est au moins... Le classement. Le classement, oui, pardon, pas le calendrier, le classement. 45 matchs qui restent pour Davos et Lausanne. On a ce Davos-Lausanne lundi prochain qui va... En fait, lundi prochain, normalement, si tout va bien et qu'on n'a pas de Covid update, on sera tout le monde avec le même nombre de matchs. Oui, et pour la première fois de la saison après 0, je crois. Exactement. Et ce qui veut dire aussi que finalement, donc il y a 10 équipes à qui restent 6 matchs et 2 équipes pour qui restent 7 matchs. Donc là, on commence à avoir des calendriers et des matchs des équipes qui seront fatiguées de la même manière normalement, à cela près que, effectivement, Lausanne, Genève et peut-être Zoug auront eu ces matchs de mardi, mercredi qui viennent s'ajouter. Fribourg a joué mardi, mais ils avaient eu 10 jours de pause avant. Ouais. Pendant ce temps-là, Genève, Lausanne et Berne ont joué 5 matchs. Et après, il y a encore eu des matchs. Genève a encore rejoué un match et Fribourg n'a pas joué. Donc, je suis d'accord avec toi. Toutefois, la fatigue emmagasinée ces derniers temps, je me demande comment ça va se passer. Et disons que Genève est actuellement touché physiquement au plus mauvais des moments. Ouais, puis en plus, physiquement, Richard, Rod, si Rod est sur le flanc, on a quand même cette ligne qu'on a vantée, dont on a vanté les mérites avec Vermin. Si tu enlèves 2 tiers de cette ligne, autant essayer de faire autre chose, de te rechanger ton line-up. Le Coultre, il était en plus très utile quand Tom Ernest était soit suspendu, soit un peu blessé, soit tu veux diminuer du temps de jeu éventuellement, tu sais que tu as le Coultre qui est complètement capable. S'il est blessé, à part ça, encore une fois, Cadenau, tu as vu la charge? Oui. Elle est à 1 mètre de la bande, il a plus le puck. Oui, c'est le corps qui vient, il ne touche pas forcément à la tête. Est-ce qu'elle est très utile, cette charge? Petite obstruction quand même, non? Il me semble. Et de nouveau, de la part de Cadenau, qui a envoyé, je crois que c'est notre confrère Jean-Philippe Presselwenger, qui a mis Nolan Diem, Frédéric Peterson et Nettinen. Ouais, et je me demande même si on n'en oublie pas encore un, ça fait beaucoup, quoi. Ouais, alors Cadenau, on en a déjà parlé, mais c'est un danger public, ce type, au bout d'un moment, j'ai l'impression. Et là, ça continue. Et cette fois, c'est pas la pire, disons, mais c'est aussi une accumulation. Moi, j'ai l'impression que si Cadenau avait été un petit peu plus sanctionné par le passé, j'ai l'impression qu'il doit être capable d'apprendre. Tandis que si à chaque fois, il envoie des types à l'hôpital et puis que derrière, il n'y a rien, il n'y a aucune conséquence, pourquoi changer son jeu finalement? Et je lisais l'interview de Eric Bloom dans le Blick ce matin même, où en gros il parle de la charge de Herzog et il dit qu'il n'a pas répondu au SMS d'excuses de Herzog, qu'il ne voulait pas émotionnellement s'impliquer. Pendant 3 semaines, il n'a pas été capable de revoir la charge et il dit qu'il est incapable d'apprendre, Fabrice Herzog. Et finalement, c'est à ça que doivent servir les sanctions, c'est pour apprendre. Et c'est comme la punition au gamin, quoi. Au bout d'un moment, s'il se fait punir, peut-être qu'il comprend quelque chose. Puis là, il dit, Herzog n'est pas capable d'apprendre. C'est pour ça qu'on n'a pas fait recours contre les 8 matchs. Il dit, je pense qu'il mérite plus que 8 matchs. Mais comme il est incapable d'apprendre, ça ne va rien changer. Et c'est terrible. Mais là, pour Cadenau, on lui a rien appris finalement cette saison. Il a envoyé des types à l'hôpital, mais il y a à chaque fois eu bénéfice du doute, on va dire. Au bout d'un moment, en parlant de bénéfice du doute, tiens, Linus Omark et son shoot dans la tête de Josh Duris, on n'en a pas encore parlé. Très juste. Dernière seconde de jeu, puck dans sa zone, au-delà de la ligne rouge, il tente quelque chose, un tir, ça arrive dans l'oreille de Duris, au passage de Duris qui est sur la glace le lendemain, chapeau déjà. Pas comme nous les gars. Ah, vraiment pas comme nous. Avec des points de suture d'ailleurs en plus. Ouais, non, on n'aurait pas fait Colfax pendant 3 semaines. Ça c'est clair. Et bref, là aussi, bénéfice du doute pour Remarque. Je pense qu'il est frustré. Il met un grand. Il ne veut pas viser le type, mais. Il met un grand swing. Ça finit dans l'oreille, mais vu ce qui s'est passé récemment avec ce jeune joueur russe qui est décédé dans exactement les mêmes circonstances, c'est terrible à part ça. Au moment de voir ça, j'étais à la patinoire, j'étais vraiment perturbé, sérieusement. Ouais. Après, quand tu le vois se relever, tu dis bon, ça a l'air d'aller. En plus, par malheur, cette scène, moi, ce genre de scène, quand on montre, regardez la charge assassine de machin qui a laissé l'autre en chaise roulante, moi je regarde jamais, je fais attention. Et cette scène-là, une fois, elle s'est lancée toute seule dans mon fil d'actualité, et ça m'a vraiment ultra perturbé. Et je veux pas faire le fameux c'est des images qu'on n'aime pas voir, mais c'est vraiment ça. Et
Et quand tu vois après Joris qui se prend ce puck là, tu dis ouh là là là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et puis après dans les vestiaires, on l'a vu qu'il était debout et ouais, c'est solide quand même. Mais là je me dis de toute façon, et ça c'est un point je trouve clé dans cette scène, il y a 2 Genevois en zone offensive. Ça tu l'as remarqué effectivement. Donc même si le puck finit au fond parce que c'est Boltzhauser devant le filet se plante, en fait on aurait annulé le but pour hors-jeu. Il n'y aurait même pas eu but. Enfin, au moment où ça arrive sur le gardien, c'est hors-jeu. Donc il n'y aurait même pas eu besoin d'aller de tergiverser. Ça aurait été hors-jeu, but annulé. Et moi, j'arrive pas à me dire qu'un joueur comme un Marc ne se rende pas compte de ça et qui dit bon, fuck it, on va le perdre celui-ci. Donc je pense vraiment que c'est un grand swing de frustration. Il vient tout de suite vers Joris, il est vraiment tout déçu, il me semble. Bah, j'ai l'impression qu'il est tout désolé, mais lui aussi, je pense que la première chose qu'il a en tête, c'est cette image qui est sortie il y a 2 semaines, cette histoire-là, et il se dit ouh là là, j'ai merdé là. Joris s'en sort bien, mais Omar s'en sort tout aussi bien, parce que si Joris se relève pas ou a quelque chose de grave, sans arriver à des extrêmes comme cette scène-là, qui est quand même un truc exceptionnel, mais si Joris c'est fin de saison parce qu'il a la mâchoire en miettes, ben qu'est-ce qui se passe pour Linus Ullmark aussi? Et je pense qu'il aurait rien eu finalement en fait. Et d'ailleurs les Lausannois sont pas venus trop contre lui. Enfin, ça a un peu gueulé, ça a un petit peu brassé, mais il n'y a pas eu de pugilat quoi. C'est pas parti en bagarre. Tu peux pas mettre une sanction à un gars pour shoot. C'est ça. 5 matchs de suspension parce que tu as shooté, les gars. Non, enfin, ils visent pas la tête. Après, c'est quand même difficile. Cette séquence, elle est assez embêtante. Et oui. Moi, je pense vraiment que c'est un geste de frustration. Et on en parlait tout à l'heure de la frustration qui s'emmagasine du côté genevois. On est en plein dedans, là. Il y a encore juste un truc, parce qu'on arrive gentiment à la fin de ce qu'on voulait dire sur Genève. C'est plutôt du côté de Zug. Tu l'as souligné aussi sur Twitter mercredi soir. C'est les 24 minutes 21 de Kovar. D'ailleurs, c'est un des seuls qui a dépassé à ce point-là le temps de jeu. Je crois qu'il y a Geiser aussi qui a un temps de jeu vraiment impressionnant. Mais c'est ce 20 face-off gagnés, 6 perdus. Et je crois que tu as remarqué un truc dans les 5 dernières minutes de jeu. C'était de la folie. Les dernières minutes de jeu, il ne perdait pas un engagement. Et moi, j'ai trouvé ça hallucinant. La dernière minute de jeu, surtout. Kovar allait chaque fois dans le rond. Et chaque fois, il gagnait son engagement, dégagement interdit. Et j'ai l'impression que la dernière minute de jeu n'a eu absolument aucun intérêt parce que Kovar était sur la glace. Puis tu savais qu'il prenait tous les engagements, il les gagnait. Et c'est là où un Tanner Richard, qui peut être capable d'aller gagner des engagements importants et qui est bon dans cet exercice, pourrait être utile. Mais là, non, Kovar, il a gelé la dernière minute tout seul. Et je trouve ça vraiment impressionnant. Et au passage, mais comme je l'ai écrit sur Twitter, ce serait dommage de minimiser ce que fait Kovar cette saison parce qu'il est là en termes de points, il est là en piqué, il est là en termes dans les engagements gagnés, il est là partout. Il est tout le temps juste ce joueur. Et sous prétexte qu'il joue dans une armada comme Zug, minimiser son impact en disant ouais mais bon il joue à Zug c'est plus facile. Et je sais que je l'ai dit une fois à ce micro durant cette année. Je m'en veux aussi. Calmons-nous, mais je me dis que c'est une erreur parce que oui. Il est dans une armada comme Zug, mais Zug est une armada parce que Kovar aussi, finalement. Très juste. Et plus ça va, plus je pense quand même que si on doit décerner le titre de MVP cette saison, moi je le donne à Kovar. Oui, Zug est une belle équipe, mais ces temps, Zug n'a plus Hoffman. Et si Zug a gagné ses matchs, les 2 de cette semaine, notamment sans Hoffman, sans Diaz, Salah, Talo, il y a Kovar sur la glace. Et lui, il a du match 1 au match 45. Il était là, il était bon, il était constant. Et Zug a fini avec 20 points d'avance. Et je trouve qu'au bout d'un moment, le MVP doit aussi refléter finalement le jeu de son équipe finalement. Oui, tu peux avoir un joueur qui met 76 points à Langnau qui finit dernier. Langnau a fini dernier. Donc oui, c'est bien joli. Merci d'avoir marqué 96% des buts de l'équipe. Mais non, quoi, tu vas pas être le MVP parce que tu n'as pas été valuable à ton équipe. Le plus précieux pour son équipe, quand ton équipe elle a du succès et que tu es un joueur comme Jan Kovar qui fait tout le temps tout juste, ça doit aussi se refléter dans un award comme celui-ci, je pense. On passe à Bienne. Alors Bienne, on n'a pas beaucoup de matchs à analyser, pour le coup. On en a un depuis le dernier Cold Facts. C'est cette défaite 6-5 prolongation à Lausanne. Match un peu fou. Ouais, complètement. Alors que Bienne menait 3-0 assez rapidement. Après 11 minutes, déjà. On pensait l'affaire très mal emmanchée pour les Lausannois, classée pour les Biennois, un Pouliot de parade. Et finalement, Kunti toujours très très bon aussi. Et que finalement, ça
Lausanne a réussi à passer ça. C'est plutôt une péripétie, on va dire, pour Bienne. C'est pas dramatique d'aller perdre à Lausanne et de ramener un point. Absolument pas. Non, mais le truc, c'est que maintenant, bah voilà, si on analyse un tout petit peu le calendrier à venir, tu l'as dit avant quand on parlait de Genève, bah, y a 2 matchs contre Genève sur les 6 derniers matchs qui restent. Exactement. Et c'est là où tu te dis justement ces points perdus à Lausanne pourront vraiment faire mal. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire les matchs, les points perdus contre Fribourg, visiblement Ah oui, alors bon, ça, il faut pas en parler, les pauvres Biennois. Non, mais juste un match. Tu sais, tu t'intéresses. Ah ouais, bah oui. Hein non, mais ils en dorment plus, là. Si tu dis Fribourg dans le Ceyland, tu te fais éjecter. Non, faut plus parler de ça, t'es fou. Mais oui, c'est une évidence. Béton, lac de Bienne, ok. Non, c'est clair, il est profond en plus là-bas. Donc non, faut plus dire ça. Mais là, maintenant, si tu te projettes, effectivement, c'est Genève à la maison. À Lausanne, et il y a la calmie, et c'est là où Bienne a une petite chance, c'est à Rapperswil et à la maison contre Ambry. Mais après, tu rejoues Genève, tu rejoues Zug. Et tu finis à Zug. Finir à Zug. C'est vrai que Zug peut être déjà bon. Zug sera tranquille. Mais la période à venir pour Genève, pour Bienne, mais bon, pour Genève aussi, finalement, c'est un peu c'est quoi les pré-playoffs les pré-playoffs, ces 2 matchs contre Genève, en un sens, parce que c'est aussi pour ça, si tu regardes les projections de potentiel, les pourcentages de chances d'aller en playoff de NL Ice Data, donne Lausanne ultra sûr d'aller en playoff top 6. Pourquoi ? Parce que justement, derrière, tout le monde se joue. Les Genève Bienne, forcément, il y a des points qui vont être égarés dans la nature pour les équipes classées 6e ou 7e. Mais Bienne est sur une phase très positive actuellement. Et ce qu'ils ont été capables de montrer pendant une moitié de match, et encore, je veux dire, à 55-47, ils marquent le 4-5. Et défensivement, ça a été un petit peu plus compliqué, mais ces derniers temps, c'était pas un problème. Donc oui, tu parlais de péripéties avant, moi je le vois exactement comme ça aussi. Mais ce qui est impressionnant, on en revient aussi à ça, c'est de se dire que à cause de ce fucking top 6, tu te retrouves avec des clubs 7e qui est ultra bon. En temps normal, on aurait... En fait, ce qui change notre perception, c'est juste parce qu'on a décidé de mettre une barre à ce niveau-là. On la mettrait au niveau aux 4 premiers, puis on dirait, les 4 premiers, bravo, vous êtes forts. Puis le 5e, qui aurait 1 point de retard, on dirait, ouais, non, mais saison ratée, parce que c'est que les 4 premiers qui sont qualifiés. Et en fait, c'est là où ça devient vraiment débile. C'est qu'on doit vraiment traiter ces 8 premiers clubs, parce que je considère que Davos a réussi sa saison aussi. Ouais, je suis d'accord. Donc, voilà, il va falloir aller chercher dans ton fort intérieur ou aller puiser dans tes dernières ressources pour aller passer 6e pour avoir droit à une semaine de congé, en gros. Mais ça ne remettra rien en cause. J'imagine des fois dans les clubs NBA ou les clubs NHL où les entraîneurs se font saquer parce qu'ils n'arrivent juste pas à aller en play-off. Et là, je trouverais complètement absurde de se dire on se sépare de Lars Leuenberger à cause de sa saison. Admettons, par exemple. Parce que tu n'as pas réussi à atteindre le truc puis que tu sors en pré-playoff, admettons. C'est débile. Parce que ce que tu as réussi à faire pendant la saison, c'est remarquable, de toute façon. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur ce point-là. Après, voilà, c'est la nouvelle normalité du hockey suisse, on va dire. Et moi, je l'aime. Tellement 2021, t'es tellement Covid. Mais moi, je l'aime bien, cette normalité-là. Moi, je trouve que c'est génial. Rends-toi compte, les théories qu'on est en train de faire sur un Genève-Bienne entre le 6e et le 7e. Alors qu'on n'aurait rien à dire sinon. Avec 15 points d'avance sur le 9e. Tu dirais, ouais, bon, de toute façon, peu importe qui gagne, parce que vu qu'en haut, les places vont encore s'inverser, s'intervertir dans tous les sens, ça n'a aucun intérêt. Là, on est en plein dans la bagarre. Toi, tu as murmuré à l'oreille des décideurs. Mettez voir des pré-playoffs pour que les épisodes de Cold Facts de fin de saison soient pas rébarbatifs, pour qu'on ait des trucs à dire. Bon, on est aussi bien servi cette année par le championnat tel qu'il est, avec 4 clubs décrochés et 8 qui se seraient qualifiés. Mais si tu regardes, on en parlait déjà la semaine passée, mais la ligne Rajala, Pouliot, Brunner est quand même toujours en train d'être... a fait de nouveau un bon match. Pouliot, comme tu disais avant, mais 2 buts. Mais même Rajala, il a été... Sur l'un des buts de Pouliot, il fait un excellent jeu, alors qu'on s'attend quand même plus à lui comme un buteur. Les 2 buts de Pouliot sont les 2 sur passe de Tony Rajala, les 2 à égalité numérique, pas en power play. Exact. Et ça, finalement,
Bien, son powerplay n'était pas incroyable l'autre soir à Lausanne, mais marque quand même 5 buts, et ça, c'est quand même ultra positif. Et d'ailleurs, le powerplay de Genève, je crois qu'il descend un petit peu. Le powerplay de Fribourg est moins dominant qu'à un temps où on le trouvait vraiment létal. On a le powerplay de Bienne aussi qui a un petit peu plus de difficultés. On a l'impression que ça devient presque, au niveau playoff, ça devient plus serré, c'est plus difficile. On a des box assez agressifs qui arrivent à gêner. On parlera de Lausanne. Alors Langnau, c'est pas le meilleur exemple d'un powerplay qui est efficace, mais en tout cas, à un moment, pendant 2 minutes, Langnau n'a pas vu le puck, n'a pas pu rien pu poser, quoi. Donc, est-ce que les équipes sont pas aussi en train quand même gentiment de s'ajuster et puis d'être nettement plus sévères avec eux-mêmes en phase de box-play, en disant bon, maintenant c'est bon, on sait d'où vient le danger et on arrive mieux à gérer. Mais là, c'est terrible. Je me faisais la réflexion pendant que tu parlais. Je t'écoute évidemment religieusement, mais je réfléchis en même temps. Avec 3 points de retard de Bienne sur Genève et ce match-là, si tu te retrouves à, par malheur, le perdre, 6 points de retard à 5 matchs de la fin. Ouais. Et en fait, c'est vraiment, je disais à la vie à la mort tout à l'heure, on est en plein dedans. Et tu penses quoi? C'est qui finit 7e à la place du con, on va dire? Ouais, d'ailleurs, on a une question à ce propos. Mouille-toi. C'est vraiment difficile parce que il y a les trends de certains et puis mais je me dis qu'on l'a assez vu, ça change très très rapidement. Donc sérieusement, si Genève perd des joueurs importants, si Rod n'est pas de retour pour ce week-end, si Lecoultre n'est pas de retour ce week-end, ça peut sentir un peu le roussi, mais en même temps, je réfléchis en parlant. Hein, je me dis qu'il y a quand même Gauthier Desclous qui nous fait une saison incroyable. Donc, je peux imaginer les voir passer. Fribourg est pas dans un trend forcément ultra positif, mais est-ce qu'on peut parler de trend étant donné qu'ils jouent un match tous les mois? Donc, au bout d'un moment, on parlait de cette question du rythme. Finalement, arriver à monter en température pour être en play-off. Moi, je vois une unité de groupe à Fribourg, donc j'aurais tendance à dire est-ce que finalement, allez, je vais me mouiller, je me demande quand même si Bienne va pas être le dindon de la farce. C'est drôle, à aucun moment, et pourtant ils sont autant dans la gonfle, t'as parlé de Zurich. Ouais, Zurich qui a 4 défaites en 5 matchs, qui a l'air au bout du fart en ce moment, et moi j'ai pas l'impression non plus qu'ils vont passer en dessous. Pourquoi? Parce qu'ils accueillent Ambry, ils vont à Langnau pour terminer, ils vont quand même faire encore quelques points. Mais c'est drôle que dans l'imaginaire collectif, on va dire, et donc, que tu représentes, tu es donc l'imaginaire collectif, Zurich n'est pas un candidat à la place 7. T'as raison, je suis bête, mais... Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je me suis fait la réflexion, moi aussi, en me disant, mais à aucun moment, je me dis, mais pourtant, Zurich, ils ont le même nombre de matchs et le même nombre de points que Fribourg, finalement, et on considère que Fribourg n'est de loin pas safe, mais par contre, Zurich, on les considère safe. Bah, ils ont quelques blessés, mais c'est pas non plus... Maintenant, c'est bon, ils ont récupéré Garrett Rowe. Ils ont André Ghetto qui est toujours très présent. La défense, elle a quasiment pas bougé dans le sens où ils n'ont pas eu trop de blessés. Morand est absent quand même fin de saison. C'est juste. Et ça peut être très dommageable en play-off aussi d'ailleurs. Mais les gardiens, Ludo Weber fait des bons matchs, donc c'est pas là que je vois une faiblesse. Comme ils peuvent aligner 5 étrangers, c'est pas non plus là que je vois un souci. Ils ont pu mettre Rotiainen, je crois, parce que évidemment les Getseka Lions ne sont plus en play-off. Donc, ouais, ça parle plutôt pour eux. Hein. Et puis, je suis d'accord. Hein. Puis en fait, peut-être aussi inconsciemment, j'ai Grunborg, où je me dis, mais Grunborg peut pas faire... Une équipe de Grunborg peut pas péricliter comme ça, alors qu'on voit le contingent, mais... Ouais... Mais c'est vrai que la question de c'est qui le dindon de la farce, comme tu l'as dit avant, c'est dur. Hein, mais le classement fait que Bienne a actuellement 3 points de retard, a un calendrier assez difficile. Ouais. Ce week-end va être... Alors, tous les matchs qui restent vont être difficiles. Hein, mais effectivement, si Bienne vient à perdre contre Genève et contre Lausanne, fait 0 points et que donc les clubs et Genève et Lausanne font chacun 3 points, en tout cas contre Bienne. Et ça voudra peut-être dire aussi que Fribourg fait 3. Enfin bref, là, ils peuvent vraiment avoir un écart qui se creuse et qui est quasiment irrémédiable, puisqu'après, il ne restera plus que 4 matchs finalement. Exact. Donc, mais ouais, moi je mettrais mon argent sur Bienne
aussi. Mais on est d'accord qu'on met 1 franc. Hein, vraiment, on se mouille pas. On fait pas l'hypothèque là. Hein. Non, clairement. Mais c'est vrai qu'on oublie quand même. J'ai l'impression que si on oublie que Bien vient de faire une série ultra positive. Et non, mais en fait, je pense qu'on peut pas savoir. Moi, j'arrive même pas à me mouiller. Je dis Bien parce qu'ils ont eu 3 points de retard actuellement. Mais allez, c'est pas Genève qui passe par la fenêtre. Allez, va pour Genève. Alors que Genève, la semaine passée ou la semaine d'avant, je disais ils vont finir 2e. Donc, en fait, on sait pas et on fait des théories pour dire des trucs, c'est ça. Ouais, c'est ça. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Bah justement, non, je relance vu que c'est moi qui venais de la fermer sur le Bien. Bien Servette, c'est notre pari du week-end ou bien? Non, moi je touche pas ça. Je touche pas. À part ça, je voulais, vu que il faut quand même revenir sur les. Non, j'ai perdu, je veux pas Ah revenir. ouais, voilà. On veut plus en parler. Ouais, la série, l'immaculée série de Greg qui s'est arrêtée malheureusement à 6. Moi, je veux alors toujours qu'on réussisse à faire les bons pronos les deux. Il n'y a pas de compétition interne plus que ça. Parce que c'est cool si tout le monde arrive à donner les bons pronos. Il se trouve que par Ou chance. à pas passer pour des peintres déjà. Ouais, voilà. Il se trouve que toi, tu avais mis le Genève -1 contre Langnau et que Tom Ernest n'a pas sauvé la mise parce que, ok, il a marqué un superbe but en prolongation, mais ça t'a pas arrangé. J'avais mis une victoire de Zurich à Zug et Zurich a gagné contre Zug. Zug a perdu 2 matchs de suite d'ailleurs, hein, puisqu'ils avaient perdu contre Ambry en revenant de quarantaine et le lendemain. C'était quand même un peu beaucoup de jouer encore contre Zurich, mais même si c'est une victoire 2-1, c'est quand même une victoire de Zurich. Ce qui fait que cette semaine, le vendredi, là on retrouve un calendrier assez cohérent avec vendredi, samedi, mardi, puis après comme il y a le Pâques, c'est jeudi, samedi, lundi. Mais on a donc Rapperswil, Davos, Lugano-Ambry, Berne, Zurich, Langnau, Zug, Bienne, Genève et Fribourg-Lausanne. Ça fait une litanie de matchs, on n'est pas habitué. Hein. D'en avoir 6, ouais. Ouais. Est-ce que c'était pas depuis octobre ou est-ce qu'on en a quand même encore eu 6 dernièrement? On a eu une fois, je crois, une journée à 6 matchs. Ouais. Mais... Bon, là, l'idée de base ce serait de jouer Zug à Langnau, mais je vais La cote pas. sera pas. Ouais. La cote est à 1,45 avec handicap à 1,75, mais honnêtement, Zug qui est assuré d'être premier, qui joue sans Diaz, sans Alatalo, sans Hoffman. Langnau qui est assuré d'être dernier, mais qui joue pour embêter, donc Pour jouer, pour me faire perdre des paris. Là, je vais pas me faire avoir une deuxième fois. Il y a Lugano à la maison contre Ambry qui m'intéresse avec handicap à 2,15. Ça peut être une piste intéressante parce qu'Ambry est quand même pas incroyable. Et que Lugano fait que gagner. Et Lugano est vraiment pas mal. Moi, il y a un pari qui m'intéresse, c'est Rapperswil à la maison contre Davos. Parce que si on regarde le classement, Davos a 8 points de retard sur Bienne pour la 7e place et 15 points d'avance sur Berne sur la 9e place. Donc Davos va finir 8e. On le sait, ils le savent. Rapperswil a 3 points d'avance sur Ambry. Donc derrière, ça peut revenir. Et devant, Berne est à 2 points. Mm-hmm. Donc Rapperswil à la maison, en général, c'est assez solide. Il faudra voir aussi si Niffler est de retour. Juste. Ça pourrait aussi... Il faudra lire les journaux vendredi matin avant de vous mettre le pari sur nos réseaux sociaux. Mais ça peut être une piste de jouer Rapperswil à la maison. Sinon, Bienne Servette. Bienne, même s'ils ont perdu à Lausanne, c'est une équipe qui est en ce moment très bien. Servette, c'est une équipe qui est en ce moment pas très bien. Bienne à 2,15. Ouais. Tout dépend du... on parlait des blessés aussi du côté genevois. Donc, suivant comment... Puis c'est là que Asselin te sort un triplé de nouveau. Non, je pense que ça va être... Encore faut-il qu'il joue. Hein. Exactement, j'ai eu Gauchi au téléphone, Marc Gauchi au téléphone pour justement lui poser la question à ce propos. Il m'a dit c'est pas encore d'actualité qu'il nous rejoigne tout de suite. Ouais. Il vient de terminer sa saison, piano quoi. Bienne avec handicap à 2,95 pourrait me faire rigoler aussi. Ça peut être tu bien. fais pas rigoler les gens, tu dois leur faire gagner. Ouais. Ça peut faire rigoler en même temps si les deux ne sont pas incompatibles. Ah mais ouais, Fribourg, -3 à 12, ça me fait rigoler. Tiens, non, alors, attends. Là, on doit Toi, faire tu penses attention. quoi? Alors, en écoutant ce que tu disais, il y a effectivement le côté Rapperswil qui me tente bien, et puis Lugano-Ambry, mais à cela près qu'évidemment, c'est quand même un derby, et que Lugano, il y a un moment où ça peut s'arrêter aussi, quoi. Mais là, ils sont dans un trend super favorable, c'est contre un adversaire qui est jouable, ils ont une bonne défense, donc on pourrait peut-être imaginer au nombre de buts, pas forcément un grand nombre de goals, mais
Fribourg-Lausanne, on touche pas? Ouais, Lausanne est quand même pas mal, c'est 5 victoires de suite, ils sont à 2,40. Je me posais la question, le Fribourg est peut-être pas dans la meilleure des formes en ce moment. ouais. Alors, s'il fallait effectivement tenter quelque chose au niveau de l'intérêt de la cote et du truc, effectivement que Lausanne est plus intéressant. Mais je me méfie quand même toujours. Parce que Fribourg, mine de rien, eux aussi, ils ont quelque chose à... Il fait aux fesses. Bah ouais, ici on parlait du rythme, là, et il faut qu'ils cravachent pour pas tomber... pour laisser bien 7ème, en fait, en gros. Alors, notre choix définitif sera comme d'habitude sur nos réseaux sociaux vendredi matin vers 9h ou à 9h tapante. Moi, je crois quand même que ce sera Rapperswil. Je crois que j'ai encore jamais mis le logo de Rapperswil dans nos visuels, donc il faudra que j'aille le chercher. Mais Lugano, moi, pour l'instant, c'est celui qui tient la corde. Réponse à 9h et avec les codes qu'on prendra sur Jouer Sport comme d'habitude. Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. On continue, on parle d'un club qui, on l'a dit avant, joue tous les tremblements de terre, et c'est presque pas une façon de parler, mais il joue une fois de 7 en 14, c'est Fribourg-Gotteron, qui a un seul match depuis qu'on s'est vu, c'est la défaite à domicile 7-5 contre Zug. Alors, une catastrophe au niveau défensif. Ouais. Même si c'est contre Zug, hein, et on peut quand même se permettre de mettre des bémols. Je lisais aussi certains commentaires en disant « Ouais, c'est un Zug B ». Bon, alors j'aimerais bien avoir une équipe B aussi forte que ça. C'est une défense, Zug B. D'ailleurs, on avait parlé, sauf erreur une fois à ce micro, de Dario Sidler, qui était ultra intéressant à Zug Academy. Il a joué ses premiers matchs avec Zug A, du coup A' plutôt que B. C'est chouette de voir un joueur avec la grille débarquer. Moi, j'ai toujours un peu de plaisir. Et on m'en avait dit beaucoup de bien, je l'ai observé. C'est difficile de pouvoir faire le grand docteur, puis dire « Oui, j'ai vu son premier coup de patin » ou je sais pas quoi. Non, par contre... il a 17 minutes de temps de jeu sur ce match à Fribourg. Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est chouette, je trouve. Alors là, c'est même pas une volonté. Hein, c'est par la force des choses. Il était obligé de jouer. Mais ça, c'était cool. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ouais, mais tu dis la volonté, c'est la force des choses. Ok, on a quand même vu que même des fois, quand il y a un blessé dans certains clubs, on monte le temps de jeu des 5 autres ou des 6 autres parce qu'on a pris 7 défenseurs. Et puis, il y en a un, des fois, il reste au bout de banc. Où on en monte 5, il y en a un, il reste à 0 minutes ou 2 minutes. On se rappelle une fois, Justin Kruger, il y avait eu Barberio qui était out, il n'avait pas beaucoup plus joué. Donc finalement... avec 6 défenseurs. Hein. Ils avaient que 6 défenseurs dans le quart. Là, le match d'après contre Genève, il y a 7 défenseurs, il descend à 7 minutes. Donc là, c'est un peu plus logique. Parce qu'ils ont vu Triche qui est toujours blessé. Hein. Toujours blessé pour un moment, je crois que sa saison est terminée. Et en plus de Diaz, de Alatalo, bref... De Schlumpf. Ouais, heureusement que Hockey Manager n'existe plus. Tous ces types-là, ils étaient intéressants. Mais pour revenir à Fribourg-Gotteron, moi, il y a quand même une question que je suis obligé de me poser. À quel moment on pourra justifier de dire Ebicher n'est pas meilleur que les joueurs en place ? Ouais. Est-ce qu'à un moment ou un autre, et je ne suis pas en train de dire que c'est lui qui va, comme on disait avant, c'est pas un joueur ou c'est pas Asselin qui va nous sauver Genève Servette, là non plus. Rien à voir, hein, c'est pas du tout ça. Par contre, est-ce que ça devient justifiable ? Maintenant, il est à Ajoie, il joue les playoffs, il a le droit de revenir, même s'il a commencé les playoffs avec Ajoie. À cause de l'âge, hein, d'ailleurs. Moins de 23 ans, exactement. Mais quand tu vois, ça m'a fait rire le lendemain du match dans le Blick, quand ils mettent tout le temps le meilleur et Deep Pflaume, donc la pince du match, c'était Dave Suter, der einzige Zuschauer, le seul spectateur. Je trouvais ça quand même particulièrement sévère, mais ça m'a fait sourire, je dois bien avouer. Et c'est vrai que la défense, elle était catastrophique. Et en même temps, tu sors d'un match à Lausanne, un seul but concédé. Ouais, mais c'était l'année d'avant, ce match-là à Lausanne. Donc, est-ce que tu peux te baser... Non, mais vraiment, à part ça, je pense... Alors, il ne faut pas sortir des excuses de dire « Ah oui, mais vous comprenez, Christian Dubé, son équipe, elle n'a pas pu jouer depuis une semaine. » Ma foi, là aussi, comme l'équipe qui a un calendrier qui est difficile... à toi aussi t'as le temps de préparer ton équipe, t'as le temps de préparer tes situations spéciales justement parce que t'as le temps de t'entraîner. Donc normalement, elle doit être prête. Donc c'est clair que là, il y a un souci, effectivement. Ils étaient prêts, ils ont marqué après 30 secondes. Bon, après, ils ont arrêté un moment, mais ils ont bien commencé le match. Mais oui. Mais derrière, c'était difficile. Puis Babera, il les a pas sauvés. Tu peux pas dire parce que Reto Berra, Fribourg a perdu. Par contre, c'est en tout cas pas grâce à Reto Berra qu'ils ont été dans le match jusqu'au bout. Quoi. Mais on sait aussi que tu as le droit d'avoir un Reto Berra. Et si tu fais, je sais pas moi,
45 matchs de qualité ou 40 matchs de haute qualité, il a aussi le droit d'avoir 5 matchs moyens et 5 matchs mauvais. Enfin, l'important, c'est qu'il soit là quand vraiment ça compte. Est-ce que ce match contre Zug, c'est ce match-là où il faut être impérativement bon? Je sais pas, hein. En l'occurrence, c'est le leader, donc mais un leader qui vient avec une défense amoindrie. Donc oui, t'es à domicile, donc tu dois pouvoir sortir quelque chose. Mais Berra, je trouve qu'il n'était vraiment pas aidé par ça. C'était pour le coup. Il a vraiment pas été aidé, non, je suis d'accord avec toi. Après, ben voilà, tu te retrouves. Alors, c'est pas l'épisode spécial Yann Kovar, mais tu te retrouves avec un joueur qui fait un but, 4 passes décisives, rien que ça. Il gagne 13 de ses 21 engagements, 62% de réussite. Il est présent en box-play pendant plus d'une minute. Il est tout le temps présent. Kovar, c'était une merveille de match. De nouveau, cette semaine, c'est la semaine Yann Kovar, selon moi. Tout à fait. Mais à part Gunderson et Chavaya, il faut quand même reconnaître qu'on a de la peine à... Il faut sauver le soldat des gars qui restent. J'ai l'impression qu'entre Aplanalp, entre Fourer, entre Souter, entre Yecker, malheureusement, pour le coup, c'était un peu... je sais pas si c'était une pataugée, mais... Oui, on peut le dire. Mais voilà, comme tu disais, un match tous les 10 jours, c'est jamais simple. Là, ils vont de nouveau enchaîner les matchs un peu plus régulièrement. Mais ouais, à Planalp, je pense aussi, on a appris cette semaine qu'il mettait un terme à sa carrière à la fin de cette saison. Je pense que c'est aussi un petit peu le moment. C'est vrai que cette saison, elle devient un petit peu difficile pour lui. Et je pense que la décision elle est commune. Hein. Je pense que Fribourg ne lui a pas donné de contrat, puis lui, il est suffisamment intelligent pour se rendre compte que c'était peut-être aussi le moment. Il va être prof, c'est juste. Exactement. On a appris donc cette semaine pas mal de choses du côté de Fribourg. D'ailleurs. Il joue pas, mais au moins il nous donne du contenu. Fourer. À Planalp, fin de carrière. Fourer, une saison de plus, de ce que je sais, à un prix imbattable. 1 franc 50. Symbolique. Non, il est quand même payé. Mais c'est vrai que je crois qu'ils ont fait une offre qui était à la hauteur des matchs qu'ils jouent, à savoir de manière assez incertaine. Ce que j'ai pas réussi à savoir, mais je serais pas surpris qu'il y ait un bonus au nombre de matchs joués. Ok. Mais j'ai vraiment, c'est une réflexion comme ça, hein, j'ai aucune info, mais ça pourrait avoir du sens de dire, écoute, on te donne, je sais pas moi, 150 000 et puis 50 000 de plus si tu joues 30 matchs, ça peut être intéressant. Ou pas, ça se fait beaucoup en NHL. Ouais. Ici, ce genre de bonus-là, je sais que la prolongation de Gunderson était liée au nombre de matchs joués cette saison. Ça a été validé assez rapidement parce qu'il les a tous joués à peu près, ou tous tout court. Ouais. Donc, Fourer reste une saison de plus, ça me choque absolument pas. Quand il est là, il est solide, il a un leadership aussi dans le vestiaire qui va au-delà de ce qu'il fait sur la glace. Ça me choque absolument pas. Et la fin du débat Desharnais-Stolberg, Stolberg-Desharnais. Est-ce que c'est vraiment la fin? Moi, je sais pas. C'est pas vraiment la fin, t'as raison. Je serais pas surpris non plus. Mais toujours est-il que la décision a été prise. C'est en tout cas Desharnais. Et après, on n'est pas surpris. Fribourg a ses 4 étrangers avec Gunderson, Di Domenico, Brodin et Desharnais. Et on n'est absolument pas surpris parce que Desharnais, il fait vraiment, vraiment le job en ce moment. Et on se rappelle qu'il a eu un petit coup de mou il n'y a pas si longtemps. Et je parlais avant dans le passage sur Genève, de temps en temps envoyer un de tes joueurs vedettes en tribune pour lui dire dis donc. Et j'ai vraiment l'impression qu'il s'est passé ça avec Desharnais, parce qu'une fois il s'est fait mettre en tribune et puis depuis il n'y est plus retourné parce qu'il est bon, parce qu'il est impliqué offensivement, impliqué défensivement, il est tout le temps placé juste, il mène cette première ligne de main de maître. Alors face à Kovar c'est un peu plus compliqué, mais globalement c'est un bon centre de première ligne et de continuer avec, c'est complètement logique. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il n'y aura pas un moyen de rouvrir la porte pour Stolberg au bout d'un moment? Je ne sais pas. La porte pour Stolberg, c'est d'arriver à se séparer en gros du contrat de Brodin et de le faire reprendre par quelqu'un. Idéalement, ce serait en Suisse, presque finalement. Hein. Moi, j'imaginais assez un Rapperswil s'il décide de partir avec une filière suédoise. Berne aussi aura un entraîneur suédois. Berne dit qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, si j'ai bien compris les dernières informations émanant de la capitale. Donc, en tout cas, ils ne veulent pas faire des folies. Ils vont pas prendre plus d'étrangers qu'ils ont le droit d'en avoir sur la glace. Ah bon, on a un peu l'impression que c'est la jurisprudence Cloton. On va commencer avec un étranger, puis finalement on se retrouve avec 6. Voilà. Mais bon, donc là, bémol aussi. On a l'impression qu'ils avancent un peu tous sur des œufs, tu sais, en cette période avec les fonds perdus, oui, non. Ils veulent pas trop montrer leur jeu. J'ai l'impression que dans le poker actuel de la National League, on veut pas montrer son jeu.
Donc, Je suis assez d'accord, c'est l'impression que ça me donne aussi. Même les gens qui habituellement me parlent souvent, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus regardants avec ce qui m'est dit. Et ça doit vraiment être lié à ça. Aussi parce que peut-être qu'il y a moins de certitude tout court finalement. Et d'ailleurs, on en parle ici, mais on en peut en parler dans un autre, pour un autre club. Mais l'évolution des aides à fond perdu fait que ça change pas mal la donne. On rappelle, à la base, il devait y avoir une baisse de 20% des salaires pour tous ceux qui acceptaient les aides à fond perdu. On a dit à ce micro, la seule équipe qui n'a pas demandé, c'est Lausanne. S'il y a une règle qui n'avantage que Lausanne, ça ne va pas se passer comme ça. Ah bah tiens, ça ne se passe pas comme ça. Non mais je veux dire, c'était une évidence. Et ce qui est en train de se passer, et ce qui a été décidé, c'est que les baisses de salaire de 20% ne sont plus obligatoires. Par contre, si un club ne baisse pas ses salaires de 20%, il ne touche pas l'intégralité de la somme d'aide à fond perdu. Bon, ça devient quand même un petit peu plus facile d'un coup. Ouais. Surtout qu'au début, tout le monde allait perdre entre 7 et 14 milliards par club, hein, évidemment. Milliards, voire plus. Tout le monde allait perdre entre 7 et 14 milliards. C'était la fin du monde. Et 3 jours après, ça a commencé à aller un petit peu mieux. Puis plus ça va, mieux ça va. Là, il y aura l'aide à fond perdu sans devoir baisser les salaires. Si tu perds, si tu récupères déjà la moitié de tes recettes de billetterie, le trou commence à se combler gentiment. Le trou était gros, ouais. En tout cas, était imaginé très, 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 très gros. Il fallait un gros blitz. Voilà, il faut un plus petit plus blitz. ça va, mieux ça va. Les abonnés aussi ont commencé un petit peu à accepter qu'on ne leur rende pas l'argent. Et comme ça, pas ces abonnés. Au bout du compte, ça va aller. Et donc, au bout du compte, peut-être même que Lausanne va demander les aides à fond perdu désormais, vu que la baisse de salaire n'est plus obligatoire. Et c'est ce qu'on avait dit à ce moment-là. Lausanne ne les a pas demandé, parce qu'ils n'avaient déjà pas consenti à de baisse de salaire cette saison. Donc, ils ne pouvaient pas y avoir droit. Mais vu que maintenant, c'est plus nécessaire, peut-être qu'ils vont les demander. Ils auraient complètement raison de le faire. Hein. Complètement. Mais voilà, une règle qui n'avantage qu'un club et Romand, ça ne peut pas passer. C'est toujours une évidence. Certains nous diraient, je pense, si c'était Berne, 3 petits points. Mais en l'occurrence, c'était pas Berne. Donc voilà. Mais pour revenir à Fribourg, Stolberg, parce que moi, si je suis directeur sportif d'un club de National League, on a vu que Nygren a aussi, dans le genre information National League, avait prolongé de 3 ans son contrat avec Davos. Davos, on en parlera après. Voilà, une nouvelle autour du club. Stolberg, moi je suis directeur sportif d'un club de National League. Si je sais qu'en plus il se plaît bien en Suisse, parce qu'il me semble que quand il est parti en KHL, sa femme est restée en Suisse, si je dis pas de bêtises. Ses impôts sont restés à Zug, tu dis? Je sais plus. Mais si sa femme est restée ici, si elle se plaisait, ça veut dire que potentiellement, avec un Grunborg, par exemple, tu sais, je me disais, avec un Grunborg à Zurich, si c'est toujours Grunborg qui est le coach, Stolberg à Zurich, je te rejoins à moitié, disons. Sur la production sur la glace, je suis d'accord avec toi. 33 matchs, 28 points, il est ultra rapide, il est en très bonne forme. Donc, s'il est déjà dans ton contingent, de dire « Ah, mais on te donne une année de plus, tu l'as mérité, je vois le truc. » Par contre, un autre club aller chercher un joueur de 35 ans pour sa légion étrangère, je me demande si c'est pas justement un petit peu tard dans le move d'aller le chercher ailleurs et lui donner un contrat. Je me demande. Tu vois, tu me surprends. Je n'aurais jamais dit qu'il avait 35 ans. Tu vois ? Ouais. Mais par contre... Les mauvaises langues diront à Fribourg, on aime bien les joueurs qui ont plus de 35 ans. Mais peut-être. Mais je vois plus l'issue, comme tu l'as dit avant. Brodin pourrait être placé quelque part et Stolberg rester une saison de plus. Et du coup, à la fin, tu as Gunderson, Di Domenico, Stolberg et Brodin et Dernay qui terminent en même temps leur contrat. Dans une saison, Fribourg arrivera en fin de cycle avec énormément de contrats en dernière année de contrat. Tu as tes 4 étrangers à signer. Tu peux vraiment complètement changer la physionomie de ton équipe avec les 4 étrangers. Est-ce que tu reprends un défenseur étranger? Est-ce que tu fais le forcing? On avait dit que le marché des défenseurs l'été prochain allait être ultra intéressant. Est-ce que justement, tu dis on a Diaz, donc on peut peut-être aller chercher un deuxième bon défenseur suisse pour s'éviter un étranger. Vu que devant, c'est difficile d'avoir de la qualité, tu prends 4 étrangers devant. Ça pourrait être intéressant justement à ce niveau-là. Tu nous fais un teasing pour la saison prochaine de Coldfax déjà. C'est extraordinaire. Non, mais il y aurait une saison 4 de Coldfax. Oh, alors, on n'en a pas discuté, j'espère, mais
Ça, faut demander aux gens si tout d'un coup ils veulent pas de saison 4 de Cold Facts. Bon, peut-être qu'on se retirera. Voilà. On sera poussé à la retraite parce qu'on a plus de 35 ans. Donc, Exactement. on est plus bon, on a la casse. Mais c'est intéressant, à part ça, sans rigoler des âges, on a quand même une défense fribourgeoise et même, si on prend même Bikov qui a été prolongé, il va rajouter une année, il est de 88, on a Sprunger qui est de 86, on commence à avoir des solides trentenaires. Et à un moment, il faudra changer beaucoup de ces joueurs. Oui. Et ça va pas être simple parce que tu peux pas faire un virage complètement jeunesse. Donc je pense que l'intersaison prochaine de Gauthieron, elle va être intéressante parce que faudra peut-être quand même rajeunir les cadres. Oui, certaine manière. Ça va être obligatoire. Mais moi, j'aime bien réfléchir en termes de cycle, comme on parle souvent de sport en américain à ce micro, et dire, voilà, avec cette équipe-là, tu peux viser le top 4 cette année et l'année prochaine, disons. Surtout, le transfert en ce moment, c'est Aplanalp part, Diaz arrive. Je pense que Fribourg n'est pas perdant, disons, sans exagérer. Et Brodin remplace Stolberg en un sens, vu qu'il y avait 5 étrangers. Donc ce cycle-là, encore une année de vie devant lui, je peux complètement l'imaginer. Et après, tu pourras repartir avec justement du 109, peut-être des joueurs suisses qui sont en fin de contrat ailleurs. Commencer à y réfléchir dorénavant. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'écouter Colfax pour que les dirigeants de Fribourg se rendent compte que le cycle arrive à son terme. Puis vu qu'on a parlé du calendrier de tout le monde, Fribourg, c'est donc 3 défaites en 4 matchs, mine de rien. Il y a eu cette victoire à Lausanne, mais à part ça, 3 défaites. Donc, avec cette passe, on va dire pas incroyable, Fribourg est aussi dans la gonfle, comme le sont à peu près tout. Avec 79 points, t'es dans la gonfle. C'est terrible. Ce championnat est débile. Quoi. Mais voilà, donc, calendrier de Fribourg à venir va être intéressant, comme tout le monde, hein, tu me diras. Mais c'est réception de Lausanne, déplacement à Genève ce week-end. On y sera d'ailleurs, Lausanne. Oui, Fribourg-Lausanne, on sera ensemble là-bas. On fera un stand pour dédicacer des casquettes pour les gens qui seront intéressés, les nombreux spectateurs. On n'a pas le droit de faire des stands, fait des rassemblements. Et après, tu as un peu de répit avec la réception de Langnau mardi prochain, avant le prochain épisode de Colfax. Ouais. Puis déplacement à Zug, réception de Berne. Pas ultra simple non plus pour Fribourg. Vraiment pas. Et on a l'impression que le calendrier entre guillemets simple finalement, pour autant qu'il y en ait un, ce serait de jouer 6 fois Langnau chez toi. Puis à part ça, non, c'est pas simple en fait, parce que toutes les équipes sont tellement... elles ont quasiment toutes quelque chose à jouer. Effectivement, tu disais Davos, qui était plus ou moins... Davos n'a pas grand-chose à jouer en ce moment. Mais effectivement, puis, Fribourg était assez inquiétant contre Zug l'autre soir. En marquant quand même 5 buts. En marquant 5 buts, justement. Mais par contre, défensivement, c'était la catastrophe. Mais récemment, ça ne l'était pas tant que ça. Donc, j'ose imaginer que la prestation défensive ne sera pas aussi catastrophique que mardi soir contre Zug. Dans la liberté, la question a été posée à Christian Dubé. Est-ce qu'ils ne se sont pas vus un peu trop beaux après le premier but de Walzer, après 35 secondes? Tu joues contre une équipe de Zug qui a des défenseurs avec la grille. Et il dit peut-être qu'on s'est vu un peu trop beau. Je trouve ça... C'est un aveu qui est assez intéressant en tout cas, et qui est assez inquiétant presque. Ouais, parce que tu joues quand même Zug. Enfin, moi, je veux bien, hein, encore une fois, on l'a assez dit, Zug Academy, ils ont joué toute une saison. T'envoies pas un type qui connaît rien du tout du hockey sur glace. Donc, oui, c'est problématique parce qu'il n'y a pas la Talo, Schlumpf et Diaz. Donc, c'est beaucoup d'expérience que tu enlèves. Mais c'est pas des peintres non plus donc en face. Donc, je trouve que ce serait bizarre d'avoir un côté un peu... d'être un peu gonflé en arrivant, en disant ah, c'est bon, on joue contre une équipe B. Quand tu vois les 12 attaquants qui étaient alignés, c'était quand même pas ridicule. Ou en tout cas, le top 9, sans sourciller, il est meilleur que pas mal de top 9 dans toute la la National League. Ouais, complètement. Mais donc, Fribourg qui s'en sort ou pas? Alors, on disait que oui. Je partais du principe que toi plutôt Bienne et moi plutôt ouais. Bienne ou Genève, voire plutôt Genève, mais les deux ont dit que Fribourg. Mais est-ce que je trouvais que Fribourg avait cet état d'esprit et que quand c'est pas forcément trop bien allé,
Et ça s'est assez peu passé cette saison parce que, justement, à plus de 75 points, j'estime que même des passages à vide, c'était pas des vrais gros passages à vide. On se souvient une saison bien qui avait un passage à vide de 9 matchs, de 9 défaites, et c'était en Coupe d'Europe aussi. Là, ça, c'est des vrais passages à vide. Là, des trous d'air à 4-5 matchs perdus, mais où tu marques quand même des points parce que tu vas en prolongation. Pour moi, c'est pas forcément des... Il n'y a pas de crise. Donc, c'est vraiment difficile de juger et de dire que c'est le trend n'est peut-être pas positif. Est-ce qu'il est vraiment négatif? Dur. On finit par Lausanne. Je pense que c'est assez rare de terminer par Lausanne dans le théorème Cold Facts. Ces derniers temps, c'était tout le temps Lausanne en premier. Hein. Aussi parce que il jouait. Voilà, T'as raison. C'est pas une question de gagner ou de perdre. En l'occurrence, il perdait, mais là, pour le coup, Lausanne a enchaîné 5 victoires de suite. Ils ont eu, on peut dire que c'est un petit peu de chance peut-être, mais il faut quand même les gagner, de jouer contre Davos et 2 fois contre Langnau. Donc la dernière victoire. Ouais, 2 fois à Langnau, c'est quand même pas ultra simple d'aller gagner là-bas. C'est à Langnau. Ouais. Exactement. Demande aux Genevois ce qu'ils en pensent de leur. Il y a eu une défaite 4-0, une victoire après prolongation. Lausanne a fait le job. 6 points, c'est pas beau. On va dire que le 2-1, c'est par les poils. Le 2-0 avec but dans la cage vide de Malguin, c'est par les poils. Mais bon, quand tu arrives à rien encaisser, la défense tient le choc. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Globalement, défensivement, Lausanne a été très solide. Ils ont laissé 13 shoots. L'effet Bobby Dallas. Ça doit être ça. On s'est moqué. Voilà. Ils ont laissé 13 shoots dans les 2 premiers tiers. Le dernier, il y a un peu plus de shoots qui viennent de Langnau, mais aussi, il faut voir la tronche des shoots, surtout en fin de match où tu dois absolument tenter des trucs. Beaucoup de tirs bloqués. Ils ont peu laissé de place à Langnau. Mais tout comme Genève, finalement, mardi soir. Oui, Genève fait 12-1 dans le dernier tiers de shoot à 1. Ça, c'est impressionnant. Je pense qu'Emerton, il n'avait pas compris la consigne. Parce que c'est lui qui fait le shoot. Et ils ont dû lui dire, mais attends, Corey, non, on avait dit 0. On vise le 0 pointé. Mais blague à part, Genève a certes 12 shoots à 1. Mais est-ce que Genève a été à ce point pressant en fin de match où on s'est dit, oh là 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 là, c'est un siège autour de Boltzhauser pour le coup à Genève? Non. C'était solidement bien, c'était défensivement bien en place, contrairement au match de quelques jours auparavant contre Bienne. Et le visage lausannois à Genève m'a beaucoup plus plu que ce qu'on a pu voir contre Langnau les 2 fois ou contre Bienne. Parce que l'opposition est là, en fait. Non, mais ce qui était peut-être bien de la part de Lausanne contre Bienne, c'est le caractère. D'être mené 3-0, d'arriver à renverser, en tout cas d'égaliser, renverser la situation finalement en prolongation, parce que maintenant, Lausanne a un contingent complet. Ce qu'on peut dire aussi, si je prends les temps de jeu de mercredi soir contre Langnau, Barberio, 22 minutes 11. Tu parlais de Tom Ernest à 29 minutes. C'est 7 minutes de moins. Et c'est pas anodin. Malguin est le deuxième joueur à plus de 20 minutes. Il est à 21 minutes 13. Sinon, tous les autres sont à moins de 20 minutes. Et je trouve que dans la gestion, on parlait de la gestion avec Patémon, mais c'est pas pour critiquer Patémon, parce qu'effectivement, il y avait eu des blessés et tout. Mais Lausanne a pu se permettre de mettre Boson surnuméraire, a pu un match aussi se permettre de mettre Douai surnuméraire, et continuer à gagner finalement. Et dans l'optique d'une fin de saison où tu sais que tu vas devoir, on l'a dit, Lausanne, eux, ils n'ont pas 6 matchs, ils en ont 7. Il y a encore ce petit match à caser lundi à Davos où tu seras. Oui. Et il faut avoir des gars quand même un peu frais, finalement, en ce moment. Et je pense que là, la gestion est pas trop mauvaise. Justement, j'avais fait une interview de John Foust qui est passé dans 24 heures il y a une semaine. C'était au moment au plus fort de la crise ou de la passe difficile, ou peu importe comment on l'appelle. Et je lui ai demandé, je dis, mais est-ce que c'est finalement pas le meilleur moment, entre plein de guillemets, ou le moins mauvais moment pour avoir une période comme celle-ci? Puis il m'a dit, mais très exactement, parce que justement, je suis pas en train de dire que je pose des questions intelligentes, c'est pas ça. Mais oui, parce qu'il reste un mois avant les playoffs, t'as du temps pour encaisser cette période difficile. Il y avait des blessés qui étaient tous en train de revenir gentiment. Juris est en train de revenir, ce qui solidifie aussi un petit peu ton équipe et qui ramène cette profondeur qui manquait récemment. Et donc, quelques retours de blessures par-ci par-là, ça change un petit peu ton équipe. Et ces petits détails-là qui font qu'au bout du compte, tu as de nouveau, comme tu viens de dire, des joueurs qui peuvent faire un soir off parce qu'il n'y a pas besoin d'eux. Pas besoin de tirer 24-25 minutes sur tes attaquants étrangers, mais 21 ou 20 minutes sur tes leaders offensifs.
Barberio 22 minutes, tu dis très justement, si tu as Teumanes à 29 minutes, ça fait 7 minutes de plus. Sur 3 matchs, en gros, il a joué un match de plus. Ou presque 2 6 x 7, 42, ça fait quasiment 2 matchs de plus. Quoi. Donc, ces petits détails-là, et on disait au début de saison d'ailleurs que McTavish devait s'ajuster sur les temps de jeu parce que c'était un problème, comme il tirait sur Barberio 29 minutes en disant oui mais bon moi d'où je viens c'est pas comme ça. Et là, je pense qu'il en est revenu d'où il vient justement et maintenant il y a une gestion qui est un petit peu plus juste des temps de jeu et ça paye aussi. Après est-ce que, et je crois que c'est ce qu'on fait quand même pas tout fois à ce micro, est-ce que la semaine passée, ou quand ils perdaient les matchs, Lausanne c'était la pire équipe du monde et donc il faut les reléguer en Ligue B? Non. Est-ce que maintenant c'est candidat numéro 1 en titre? Non plus. Lausanne a fait un très mauvais demi-match contre Bienne, par contre a été excellent en fin de match, comme tu disais, caractère, et ils ont été capables de revenir de très 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 loin. Et ça c'est un signe qui est ultra encourageant. Mais il ne faut pas occulter le reste. Langnau, les 2 matchs, ils sont gagnés. C'est pas beau, mais ils sont gagnés. Donc finalement, j'ai eu une phrase de Genadzi à l'interview après le match à Genève que j'ai trouvé hyper intéressante. Il dit, comme souvent. Oui, comme souvent. Le son n'est pas bon, je ne l'ai pas passé ici, mais pour le paraphraser. Et il me dit, je ne dis vraiment pas ça de manière négative, mais il dit, mais quand ton powerplay ne fonctionne pas, et que tu as tes joueurs qui sont drogués de points, il a dit drogués entre guillemets, mais qui ont besoin de ces points pour être dans le flow du match, dans le rythme, etc. Quand les points tombent en powerplay, tout le monde va faire l'effort supplémentaire parce qu'ils sont dans un meilleur rythme. Parce qu'offensivement, ça tourne. Parce que tout est plus simple. Tu fais plus facilement l'effort, le repli, l'effort défensif et tout ça, parce que devant, ça fonctionne. Et il n'y a pas cette frustration qui s'emmagasine en zone offensive qui fait que tout le reste du jeu est un peu plus grippé. Et il dit c'est beaucoup plus fluide. Et il me le dit, c'est vraiment pas de manière... Je dis pas que les joueurs trichent quand ils marquent pas en zone offensive. Par contre, ça simplifie tout le reste du jeu. Et je trouvais assez intéressant cette façon finalement de pointer du doigt les joueurs à vocation offensive, mais pas de manière, mais comme il le fait de manière toujours très intelligente, pas de manière négative, de dire voilà, c'est un fait, il y a des joueurs, il les a pas cités, mais je pense que quand il parle de joueurs à vocation offensive qui doivent marquer des points, il parle pas de Krakowska, cette Froidevaux, il parlera plutôt de Hudon, de Malguin et de ces joueurs-là. Ces gars-là, quand ils sont impliqués offensivement et avec du succès offensivement, ils vont être meilleurs partout sur la glace et donc aussi dans les petits gestes défensifs. Et je trouve intéressant et c'est en train de se matérialiser finalement sur la glace. Alors moi, il y a juste 2 points qui m'intéressent. Pour revenir, c'est qu'il y a une ligne qui est en train de devenir presque la ligne numéro 1 de Lausanne, pas forcément en termes de points, mais la ligne sur laquelle on peut se reposer, c'est la ligne Kennins, Emerton, Berchi. Emerton fait un boulot pas possible. Y a une personne qui m'a dit « Ah ouais, tu me parlais d'Emerton récemment, tu me disais qu'il était bon. » Je doutais un peu de ce que tu me disais, et là, c'est vrai que sur les derniers matchs, je me suis aperçu de la qualité de ce joueur. Faut dire à cette personne, la prochaine fois, tu écouteras Cold Facts, parce que ça fait 6 mois qu'on en parle d'Emerton. Mais c'est une personne qui trouve que c'est trop long, donc voilà. Et il y a l'autre chose, c'est que Emerton, effectivement, cette ligne-là, alors qu'on parlait souvent de Hudon, Malguin et Gibbons, parce qu'elle était assez flamboyante, avec cette ligne de Berchi, Emerton, Kenny, c'est pas forcément flamboyante, mais elle fait beaucoup de choses justes, je pense, parce que les joueurs, j'ai l'impression qu'ils se complètent bien, et que Kenny amène cet impact. Berchi, quand il joue technique, mais qu'il lâche son puck, il est extrêmement précieux. Emerton, on l'a déjà dit. Et c'est évidemment Charles Hudon, sur ses derniers matchs, il montre ce que c'est qu'un joueur qui était aux portes de la NHL. En tout cas, le but qu'il met contre Genève, il y a plein d'erreurs. Il y a plein d'erreurs de Genève. Jacques May qui fait une erreur. Je crois que c'est Temernes qui vient en soutien, qui ne devrait pas aller là. Le repli défensif des joueurs, notamment d'Omar, qui n'est pas extraordinaire. Mais la façon dont il lâche son puck avec ses poignets, ça part tellement vite. Et c'est Gauthier Desclos en face. Elle part pile dedans, et ça, sur les highlights de NHL, on voit souvent ce genre de tir, ce genre de but. Et je me suis dit, ouais, alors là, ok, j'ai vu ce que c'était un tir façon NHL. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et quand, justement, tu peux te reposer sur 3 lignes performantes, justement, celle-ci est très performante, Josh Jarvis arrive à amener, justement, une petite profondeur supplémentaire, ou une profondeur supplémentaire. Même si, est-ce que tu as compris, excuse-moi, Allemande, Malguin, Joris avec 3 centres sur une ligne,
Ouais, je dois dire que là, j'étais un peu surpris, en fait. Ouais, alors je dois t'avouer que la surprise était la même ici. Donc, Ok. j'ai pas la réponse à ta question. Parce que c'était spécial, on va dire, d'avoir Joris, alors qu'on avait l'impression qu'aux engagements, il était hyper utile, et que d'avoir cette profondeur de 3 centres comme colonne vertébrale était hyper importante, avec en plus Froidevaux en 4, mais bref, excuse-moi de t'avoir coupé. Non, pas de souci, pas de souci. Ben, ouais, j'ai pas compris non plus ce move. Après, Joris, il prend quand même cet engagement sur ce match. Donc, il a quand même, d'un des deux côtés, j'imagine, j'ai pas vu tout le match, mais je pense que d'un des deux côtés, il a pris les engagements en zone offensive. Mais c'est vrai que l'alignement m'a surpris aussi, surtout que tu sors d'une grosse victoire Voilà. à Genève. Mais toujours est-il que ça donne des options supplémentaires au coach. Dans les calculs justement de play-off, on l'a fait pour tout le monde, on veut parler de Lausanne. Là, moi, je pense que Lausanne, ils sont évidemment de loin pas verts au télétexte parce que. Non. Parce Enfin, en vert clair, selon les pécalistes. Hein. Il y a vert foncé, c'est Zouk, parce qu'on sait qu'ils sont assurés d'être en pré-playoff. Ouais, mais c'est sur le site de la Ligue, Voilà. c'est comme ça. Et t'as le vert clair pour ceux qui vont être en. Assurés d'être en pré-playoff, ouais. Mais c'est pas le cas parce qu'ils ont que, entre guillemets, mais ça fait quand même plus que vraiment. Ils ont 7 points d'avance sur Bienne. Calendrier, là aussi, comme tout le monde finalement, mais pas simple, mais comme tu disais avant, qui a un calendrier mais ce simple. week-end, mais vraiment, c'est là qu'on. Bah, pour Lausanne, ceux qui doivent se sauver et faire attention à derrière, Lausanne doit se dire qu'avec 6 points sur ce week-end, admettons, ça les pousserait à 88, j'imagine, mal une barre du 6e. Non, mais non. Hein? Je pense même que mathématiquement, ce ne sera pas possible parce que Bienne et Genève s'affrontent 2 fois, donc ils ne vont pas aller faire les 2-6 points dans ces affrontements directs. Mais là, oui, c'est déplacement à Fribourg, c'est réception de Bienne, et après, c'est encore 2 matchs à l'extérieur, à Davos et à Lugano. Disons que si le job peut être fait assez tôt dans le week-end, que ce soit à Fribourg ou à la maison contre Bienne, parce que dans les 2 cas, tu élimines directement l'adversaire direct. Après, ça veut dire que si tu es deuxième, on peut mettre ça pour n'importe quelle équipe, hein, tu vas jouer donc contre... Le 7e, celui qui gagnera le pré-playoff 7-10. Voilà. En l'occurrence, Bienne Rapperswil en ce moment. Mais Berne peut être 10. Et si Zurich ou Genève tombe 7e, moi, je serais assez content d'avoir un Lausanne-Genève en quart de finale de playoff. Disons qu'il y aurait un petit intérêt, un enjeu assez chouette à suivre. Et un roman en demi-finale. La question que je me pose, bon, tu me diras... Mais est-ce qu'elle est 3e pour jouer le 6e? Est-ce que tu... Bon, on va pas faire... Tu peux pas faire de calcul. Hein, non, tu peux pas. Parce que c'est tellement serré, mais tu as raison. Par contre, il faut pas oublier, c'est que tu joues contre une équipe qui aura joué en tout cas 2 matchs de plus. Oui. Donc, à ce moment-là où on cherche la moindre petite oasis de fraîcheur, je pense que cette semaine-là, elle est plus importante que tout. Maintenant, c'est des théories, hein, mais... Un peu d'actu sur Lausanne? Un peu d'actu. 2 choses. Jan Alston a été confirmé comme GM de Davos à partir du 1er mai. J'imagine que la prolongation de Nygren de 3 ans qui est tombée hier ou avant-hier, il ne l'a pas appris dans les médias. Ça m'étonnerait en tout cas. Bah voilà, c'est quelqu'un qu'on a beaucoup connu du côté de Lausanne, qui rebondit en Suisse. 1 an après son départ de Lausanne, qui a quand même fait grand bruit. Je me rappelle à ce micro, avec Jérôme Renard, on avait fait un emergency call fax le lendemain des licenciements de Peltonen et Alston à 2 journées de la fin du championnat la saison dernière, où en gros on avait tiré le bilan de Jan Alston, qui était un bilan positif. Complètement. Il y avait peu de choses à lui reprocher ou à dire « Oh, alors il s'était un peu planté ». Là, le seul point que moi je vois dans le mariage Alston-Davos, c'est la jeunesse, disons. Et le fait qu'à Lausanne, disons que le mouvement junior lausannois sous Jan Alston n'a pas été hyper productif pour la première équipe. Et je pense que c'est peu dire. Davos, on sait que mais il était productif. Peut-être pas pour la première équipe, mais... L'intégration des jeunes dans la première équipe sous Jan Alston, ça a quand même été compliqué. Davos, on sait que c'est un club formateur. Ça fait partie de son modèle d'affaires, on va dire. Et... avec les arrivées, alors là par contre, je pense qu'il l'a appris par la presse de Prassel, de Simic, de Nussbaumer. Alors Nussbaumer, ça s'est fait un peu... Schmutz, de Egli. De Schmutz, de Egli. Il y a quand même une chier de transfert là-bas. Il y a une chier de transfert pour dire qu'ils n'avaient pas de GM, où Rafaener a fait tout le job. Il a vidé son bureau et il a fait le travail pour la saison prochaine. Il a fait les poches de tout le monde. C'est ça. Et il va falloir aussi que Jan Alston arrive à faire cette transition jeunesse équipe A, on va dire, qui n'a pas réussi à faire à Lausanne. Et je pense que ça pourrait être son gros challenge du côté des Grisons. Bah, ça va être plus simple peut-être aussi parce que peut-être les joueurs sont plus prêts et puis que tu n'as peut-être
pas trop de l'occasion. Et il faut quand même parler de Volven, qui est le coach qui a coaché des jeunes. Et bah, alors, soit tu décides de te séparer de Volven à un moment, à ce moment-là, tu fais revenir, je sais pas, Peltonen, non, mais tu refais revenir un autre entraîneur. Est-ce que Jan Alston va imposer son ADN au club ou est-ce que le club, comme Davos, est tellement puissant, c'est le Rekordmeister, je veux dire, tu peux pas être plus grand qu'un club, donc à toi de t'adapter à ce que Gaudens Domenig va te demander, à ce que Marc Gianola va te demander, et toi tu fais en gros avec ce que tu as, mais tu peux pas commencer à tout changer. Moi j'ai un peu l'impression que ce serait difficile d'arriver et puis dire bon, bah alors maintenant je veux que des anciens. Je pense que Félicien Dubois va rester aussi au sein de Davos, donc il y aura une continuité avec les anciens de la maison qui vont faire en sorte de garder une unité et une façon de faire, un Davoser Weg, si on peut dire, là-bas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour les journalistes, et je pense à notre confrère Roman Michel, j'espère qu'il va trouver des choses, la communication va être un petit peu meilleure. Hans-Rudi Kamenisch, wir vertrauen den Prozess, c'est comme ça qu'on dit. Parce qu'en plus, il parle très bien allemand. Il parle très bien allemand, Jan Alston, pour avoir joué tellement longtemps à Zurich, mais je pense que c'est ça. Il faut vertrauen le Prozess. À mon avis, il va falloir l'imprimer dans le Südostschweiz de la saison prochaine. Ça va être compliqué. Mais là où c'est drôle, c'est qu'avec Raffiner, tu passes du GM le plus exubérant de la ligue, et c'est celui qui venait faire le show lorsqu'il y avait encore des conférences de presse la saison passée, avant le match. Il racontait tout. Mais vraiment, si un joueur avait un corps au pied et que c'est pour ça qu'il était absent, il le disait. Et s'il avait une commotion cérébrale, il le disait. Au moment des playoffs ou de la fin de saison, il commençait un petit peu à être un peu plus à cacher ses cartes. Mais il était ultra transparent. Et finalement, c'était une mode qu'on peut pas assez qualifiée de nord-américaine, dans le sens où dès qu'il y a un joueur qui est blessé, on sait exactement ce qu'il a et on n'est pas là à dire milieu du corps, à part en play-off justement. Et là, c'est vrai qu'avec Jan Alston, ça va être un petit peu différent. Par contre, Jan Alston, c'est quelqu'un qui aussi, à Lausanne, a été capable d'avoir une ligne directrice et il s'y est tenu durant sa longue période, parce qu'il est resté quasi 10 ans au Lausanne HC. Et il a eu une ligne, il s'y est tenu. Il est suffisamment intelligent. Si on lui dit, écoute Yann, chez nous, ce qui est hyper important, c'est le mouvement jeunesse et c'est la transition entre la jeunesse et la première équipe, il va tout à fait être capable de le faire. Bah, surtout que si on te dit, écoute, le porte-monnaie, tu as à ta disposition 200 francs. À Lausanne, tu avais peut-être 500 francs. Bon, bah, tu fais avec ce que tu as et il le fera tout à fait bien. Et il faut quand même reconnaître, on avait parlé de Léoné, c'était lui, et c'était pas un mauvais transfert à Lausanne. Aaron, c'était lui à Lausanne, c'était pas un mauvais transfert. Genadzi, Froidevaux, en fait, tout Frick. Voilà, Frick, excellent l'équipe transfert. Actuelle, finalement. Berchi Vermin, c'était lui. Il y a pas grand, même Kenins, il y a pas grand cas, et de dire qu'il y a des mauvais transferts de sa part, des immenses flops, dans l'absolu, voilà. Il y a peu de déchets, hein. Il a fait Stéphane, Bolzhauser. Et, du coup, on pourra aussi dire que Davos a die beste Angebot gemacht. Davos a fait la meilleure offre. Je pense que la blague, maintenant, il faut la changer. C'est terrible. Et puis, il y avait une autre nouvelle en rapport avec le Lausanne Hockey Club. De moins grande ampleur que Jan Alston à Davos, mais selon... Oui, sauf que Jan Alston, c'était pas Lausanne directement, pour le coup. Oui, mais on voulait pas le mettre au milieu de Bienne. Et surtout, on le savait pas encore au moment de l'enregistrement de la partie sur Bienne. Avant de dire, j'ai pensé à un truc, mais il y a Kenins aussi. Oui. C'est d'ailleurs, c'est toi qui sors l'info. Oui, c'est moi qui sors l'info. Est-ce que tu as mis la durée du contrat de prolongation ? J'ai mis 5 ans. Parce que je crois bien que c'est ça. On m'a dit ça et toujours un peu la même chose. Si on te dit pas... Enfin, si les 24 heures suivant la publication d'une info, si tu n'as pas un téléphone franc fou de la personne concernée ou d'un membre du club, c'est qu'en général, tu n'es pas tout faux. Je pense que c'est... En tout cas, c'est un contrat de longue durée pour Roland Scannins. 4 ou 5 ans, ça, je suis quasi sûr. Et, enfin, je l'ai écrit 5 ans, donc voilà. Ben voilà, c'était un des gros agents libres sur le marché. Mais tu disais alors aussi, je pense dès le mois d'octobre, quand on parlait des agents libres, tu disais mais Svoboda, il aime beaucoup Ronald Scannins, oui. Je ne me fais pas trop de soucis pour ce dossier-là. Au final, on a l'impression que c'était assez correct, finalement, et pas beaucoup de soucis à se faire. Et moi, je me demande si cette signature, elle n'est pas en train de nous aiguiller dans la direction de ceux qui ont leur licence suisse. Ils vont la conserver. Ouais. Je veux dire, quand on voit ça, la première réaction, c'est de se dire « Ouh là là, Lausanne n'a rien compris. » Benjamin Baumgartner. Exactement.
Puis après, on a aussi le droit de de prendre du recul pendant 2 secondes, puis de se dire, si nous, on y pense, je pense que les gens qui sont en poste, ils y ont pensé. Je pense qu'il faut. Et je dis pas ça pour nous, parce que je crois qu'on n'a pas dit ni tweeté ça, mais avoir la modestie de se dire, si nous, on est capable d'y penser, moi, je parie quand même que les gens en poste, ils ont été capables d'y penser. Et si c'est pas le cas, on va pas les rater. Parce que s'ils apprennent après-demain, oh, mais il y a une nouvelle réglementation, enfin, je veux dire, ça ne va pas arriver, il faut être sérieux. Mais je serais pas surpris qu'on est en train qu'il y ait eu un changement ces derniers temps et que les joueurs qui ont la licence étrangère vont pouvoir la conserver. Ce qui est très bien, d'ailleurs, à part ça. C'est ce qu'on souhaitait à ce micro de manière répétée. Et c'est complètement logique. Encore une fois, tu ne peux pas retirer un droit que tu as donné à quelqu'un. Et donc, si cette règle n'est pas impliquée, ne se met pas en place, et donc Kenins reste joueur suisse, je pense que ce n'est pas un problème, cette signature. S'il devient étranger, je me pose plus de questions, disons. Mais alors, 5 ans, c'est toujours la question de la durée. On avait parlé du contrat de Diaz, aussi longue durée. 4 ans, Ouais. Raphaël Diaz. Là, j'ai pas le même. On est bien d'accord. Kenins, il a 30 ans. Tu vas me corriger si je me trompe, mais de tête, je dirais 1991. Donc, je pars du principe que je dois pas être très, très loin. Ouais, sur ça, je te fais confiance. Et ce qui est sûr, c'est que les 3 prochaines années, normalement, de Ronald Kenins, qui est un joueur qui va assez vite, donc tant qu'il perd pas ce step ou ce coup de patin, il va être très utile. Alors oui, suivant combien il est payé, si après on a un plafond ou en tout cas une luxury tax ou je ne sais quoi, un fair play financier, peut-être qu'il coûtera plus cher sur les 2 dernières années de contrat. Oui, mais c'est un risque à prendre. C'est finalement... Peut-être que tu te diras, on doit encore le tirer 2 ans, il avance plus. Ouais, bon, ben voilà. Mais par contre, les 3 années avant, tu étais satisfait. C'était exactement la même chose qui s'est passé avec Étienne Froidevaux, où tu te dis peut-être qu'il gagne trop d'argent sur les dernières années de son contrat. Ouais, mais tu dis rien sur les premières. Donc à un moment, il faut être conséquent avec ce que tu penses, et de se dire que le GM, quand il le signe, oui, il sait que potentiellement, les dernières années, plus il vieillit, plus ça va être compliqué. D'ailleurs, je me rappelle, Colfax n'existait pas encore à ce moment-là, mais quand Genadzi re-signe, je me disais la même chose. Je me disais, 4 ans, Genadzi, c'est peut-être un peu long. Peut-être, à ce moment-là, tu te le dis, là, il est encore là, c'est un des meilleurs défenseurs de Lausanne. Donc, c'est des paris qui sont pris, qui peuvent marcher ou pas. Et oui, tu peux regretter la dernière année de contrat, on le disait pour Diaz, tu disais très justement avant. Mais est-ce que Kenins aurait re-signé à Lausanne ? Est-ce qu'il a signé peut-être un petit peu moins longtemps, un petit peu moins cher, mais un peu plus d'argent garanti ? Un chiffre complètement au hasard, mais prenons 500 000 pour faire des calculs simples. Tu préfères qu'il signe à 450 000, mais sur 5 ans, ou à 500 000 sur 4 ans ? Je sais pas, j'ai pas la réponse à cette question. Est-ce que le joueur il préfère avoir un peu plus d'argent, mais un peu moins à l'année ? Peut-être aussi. Et finalement, c'est un risque que prend le club de lui donner un peu plus. Donc, tu dis, en contrepartie, tu prends un tout petit peu moins d'argent à l'année. Enfin, moi, je vois la logique là derrière. Disons, 4 ans m'aurait semblé un petit peu plus judicieux peut-être que 5, mais aucun problème avec ça. On peut vivre avec 5. Et donc, l'autre news, c'est Jérôme Renard qui a sorti sur les médias de mon groupe... c'est pas avec SportsCenter, donc il a sorti sur Le Matin et 24 heures, mais bref, les médias du groupe pour lequel je travaille. Théo Rochette en contact avec Lausanne pour un retour la saison 22, à la suite de sa 4e année junior en QMJHL. Donc c'est loin, cette histoire. On en pense quoi ? On en pense que c'est un bon jeune. J'aurais peut-être bien aimé qu'il fasse une année en Swiss League. Parce que on parle de David Ebicher, qu'on a vu revenir de QMJHL, qui a de la peine à se faire une place en haut, en National League. Mais je me dis qu'effectivement, un David Ebicher à Langnau, on serait tout à fait intéressé de le voir. Alors, on a parlé de Wüttrich, le jeune tu as parlé de Sidler. On peut aussi citer Guggenheim, on peut citer Pezzulo, qui sont des joueurs qui auraient dû avoir un peu plus de temps de jeu. Pezzulo, on en a eu pas mal, mais Guggenheim, je crois qu'il a été blessé aussi. Il fait partie de cette génération-là. J'aime bien voir, il n'y a pas que des Yanis Moser, mais on a vu avec Jobin, c'est compliqué vraiment de se développer. Nussbaumer, là pour l'instant, il est un petit peu plus âgé, donc de passer par peut-être une année
j'aime bien Ajoie parce que effectivement, je trouve que Gary Sheehan fait un excellent job avec ce club-là et de lui donner un ou deux jeunes. Parce que ça sert à rien de vouloir balancer toute l'équipe, lui dire que des jeunes, puis tu les encadres avec Hazen et Devos et puis tu prends 2-3 vétérans, puis voilà. Non, il faut construire une équipe. Mais Théo Rochette avec 2 étrangers, par exemple, comme centre, c'était peut-être un peu compliqué de le mettre là, mais sur un power play et tout, ouais, il a une telle vision du jeu que ça pourrait être vraiment intéressant, mais en A, passer des juniors directement, c'est compliqué. Ouais, puis il y a en A et en A. Parce que tu disais avant très justement, si en National League, tu vas à Ambry ou à Langnau ou à Rapperswil, même quoi que Rapperswil, ça devient de plus en plus difficile. Ouais. Mais bon, c'est toujours un peu les mêmes exemples. On prend Ambry et Langnau. Mais où tu as justement du powerplay, où tu as un rôle offensif, parce que c'est quand même censé être un joueur qui va avoir un rôle offensif à l'avenir dans cette ligue. En tout cas, on rappelle qu'il y a une année, on en parlait quand même dans les premières rondes, 3e ronde de la draft NHL. La dernière draft s'est mal passée, mais il a encore une année d'éligibilité cette année. Tout à fait. Donc, il pourra encore être repêché cette année. On se rappelle qu'Andrighetto avait été repêché 3e ronde par Montréal, justement en dernière année d'éligibilité. Par contre, à voir, là, cette saison, il est à 29 matchs, 26 points. Pour un joueur de 3e année, je parle vraiment purement statistique. Ouais. Je ne vois pas les matchs, mais tu t'attends à un rendement un peu plus constant, disons, pour un joueur de 3e année. Mais je veux dire, c'est un bon signal. Si signe à Lausanne, c'est pas fait. Hein. Si signe à Lausanne, c'est un bon signal aussi du club de dire, voilà, t'étais un de nos juniors, un ancien junior de LHC qui revient en Europe, il va où ? Il va à Lausanne. Il va pas ailleurs. On se fait pas choper un Simon Lecoultre. Ouais, c'est quasiment même une des premières fois. Ouais, non, Simic était revenu au début. Et donc, à voir. Je sais qu'en Amérique du Nord, il est représenté par Pat Brisson, par Creative Artist CAA. Agency, CAA. Ouais, c'est l'agence de Sidney Crosby, notamment. Voilà. Et en Suisse, c'est apparemment Steve Huard qui s'occupe de sa destinée. C'est lui qui a essayé de le placer actuellement. Je sais que les clubs se sont vus proposer ces services de Théo Rochette. Ça va être intéressant de suivre parce que, comme tu disais avant, moi j'ai quand même assez l'impression que si tu lui donnes soit un top club de Swiss League ou un club moyen de National League, il pourrait un peu plus se développer. L'avantage du top club de Swiss League, c'est que tu peux signer à Lausanne. Oui. Et derrière, dire, ok, c'est Lausanne qui a ses droits pour 4 ans, par exemple, mais c'est une évidence que dans l'accord entre le club et le joueur, la première année, il va pas voir la Vaudoise Arena. Par contre, il va aller jouer une année en bas, et on sait que Peter Svoboda, il aime bien cette espèce de pyramide de formation, ils aimeraient s'appuyer sur ce modèle nord-américain. Et si le but de cette signature éventuelle de Théo Rochette à Lausanne, c'est ça, c'est oui, il va signer à Lausanne, mais il va jouer en bas d'abord, et en bas, il va devenir un joueur dominant en Swiss League avec les adultes, et après il va venir à Lausanne en année 2. Pour moi, le plan il est parfait. Alors on arrive au terme de cet épisode 27 de la saison de Colfax. Merci comme d'habitude pour toutes vos questions, vos interactions qui nous font toujours un plaisir immense. On en saura un peu plus mercredi prochain quand même sur le classement. Là, on a beaucoup d'incertitudes. Complètement. D'ici 7 jours, on en saura un peu plus. Première dans l'histoire de Colfax la semaine prochaine. Tentative d'épisode par téléphone. Ouais, parce que monsieur a décidé d'aller faire le beau test. Hein. C'est Lugano-Lausanne de mardi soir. Mon père d'être au micro de bonne heure le mercredi matin. On tente un truc. Ouais, on verra si le son est au rendez-vous. En tout cas, d'ici cet épisode-là, merci d'hésiter. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, de nous écouter partout, YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, etc. Et d'ici là, prenez soin de vous et profitez de ces matchs parce que je pense que ça va être assez chaud ce week-end. Et à bientôt.